Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission qui met en lumière ces savoir-faire exceptionnels qui font la richesse de notre patrimoine. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la boucherie française et plus particulièrement à la découpe bouchère à la française, récemment inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France. Qu'est-ce qui la distingue, cette boucherie à la française? Quel impact a cette nouvelle reconnaissance? Pourquoi est-il essentiel de préserver et d'obtenir cette distinction? Nous en parlerons avec notre invitée Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers de Paris. Merci d'être avec nous, Véronique. Bonjour Nathalie. Sud Radio C'est ça la France. Alors, président du syndicat des bouchers de Paris, là c'est une grande première après quoi, 150 ans, c'est ça, de présence masculine? 149 ans de présence masculine et enfin une femme. Votre mari est boucher, vous êtes fille et petite fille de boucher. Oui. C'est un secteur que vous connaissez bien. Et mère de boucher. Sœur de boucher, belle-fille de boucher, belle-sœur de boucher, nièce de boucher, etc. Oui, effectivement, c'est un secteur que je connais bien, je suis née dedans. Vous êtes passionné par ce secteur, vous le défendez merveilleusement bien à travers la France, à travers les différents médias. Alors, cette reconnaissance du ministère de la Culture a-t-il été une source de fierté pour vous, pour la profession ? Alors évidemment, puisque c'est un métier quand même que je représente depuis 2 mandats, qui est pour moi un métier essentiel aussi à la culture française, puisque ce métier a toujours existé. Il était d'ailleurs l'un des fleurons de Paris déjà au Moyen-Âge, puisque nous avons retrouvé des écrits de 1160 où notre confédération était déjà existante, présente. Elle était l'instigatrice des Lumières de la capitale. Nous étions à une époque extrêmement respectés. On faisait peur parce que nous abattions les animaux aussi. Mais ce savoir-faire, en fait, n'est pas né à cette époque, mais s'est approfondi, c'est peaufiné à travers les siècles et les générations pour avoir un savoir-faire particulier parisien, si je puis me permettre, et lyonnais. Nous avons également une langue particulière, le louchébem. Et c'est vrai que nous avons à cœur de préserver cela, puisque ça fait partie de notre identité française aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette technique de découpe bouchère varie d'un pays à l'autre. Oui. Ça, je ne savais pas. Alors, en France, ça se fait à l'horizontale, sur le bio. Alors oui, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a une découpe qui respecte finalement les muscles, dans la mesure où chaque muscle est départagé par des petites aponévroses, des petites peaux. Et on respecte naturellement, moi je dis des pointillés, on respecte naturellement la morphologie et on prélève les morceaux selon leur morphologie propre, tout en respectant effectivement la fibre. Donc ça montre que c'est quand même un savoir-faire très précis. Oui. Très technique, parce que ça va avoir un impact sur la tendreté, voilà. sur un tas de facteurs qui sont essentiels. La saveur et en France, de la viande. Nous respectons aussi on ne commercialise pas la viande aussitôt après l'abattage. On respecte un temps de repos, notamment dans l'artisanat. Alors le temps de repos idéal est entre 15 et 21 jours. Où on a la tendreté qui se peaufine, les qualités organoleptiques. Et c'est vrai que ce savoir-faire-là est particulier à la France, à nos origines, à nos Mais ça a un vrai anciens. impact sur le produit fini. Absolument. Ça a vraiment un impact. C'est ce qui fait justement la différence sur un produit de qualité et de valorisation finalement. Donc ça demande aussi aux apprentis bouchers de maîtriser parfaitement chaque partie de l'animal. Alors, effectivement, on doit connaître la partie de l'animal, mais aussi la race, parce que chaque race a ses conformités différentes, ses spécificités. Et c'est en ce sens-là aussi que notre métier en France est quand même extrêmement particulier, puisque nous sommes sur le premier bassin d'élevage européen. Nous avons cette variété de races unique par rapport à nos terroirs et c'est avec beaucoup de fierté que nous aimons valoriser effectivement ces spécificités-là. Mais est-ce que c'est du coup un savoir-faire qui tend à se perdre? Parce que vous le disiez, il y a un vocabulaire très précis. D'ailleurs, à l'époque, quand les clients allaient chez le boucher, on nommait les pièces qu'on souhaitait avoir. Oui. On le voit en grande surface, c'est 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, c'est à braiser, c'est impossible à griller, à je sais pas quoi, mais on n'a plus le nom des pièces alors qu'elles ont un nom.
Alors justement, les artisans sont là aussi pour spécifier le nom des pièces avec leur destination culinaire, parce que je rappelle que chaque morceau a des destinations culinaires propres. Là, on est en plein hiver, un bon petit pot-au-feu, ça peut être très agréable avec une queue de bœuf, gîte, macreuse, enfin des morceaux qui sont là pour des cuissons lentes. Et justement, pourquoi nous avons voulu aussi protéger ce savoir-faire? Parce qu'il a un rapport avec la gastronomie française, qui a des spécificités propres. Est-ce qu'il était aussi crucial finalement d'inscrire quelque part ces gestes ancestraux qui s'apprend génération après génération? Oui, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est avec un couteau. Sauf que c'est la répétition incessante de ces gestes qui vient en nous et qui perpétue ce savoir-faire, et c'est essentiel de le protéger, puisque je rappelle que c'est un métier qui est extrêmement ancien, très particulier à la France, même si on a des pays qui ont aussi un savoir-faire particulier comme les Japonais. Nous, Français, nous savons vraiment détailler la France et nous aimons le promouvoir. Et d'ailleurs, je profite de cette émission pour vous indiquer qu'au mois de mars auront lieu les World Butcher Challenge. C'est un concours international qui réunit 17 nations en France, à Paris, pour justement nous mettre en compétition avec d'autres nations à travers le monde, et nous espérons être challenger, gagner. C'est un peu comme les World Skills, quoi. C'est absolument, vraiment... mais c'est spécifique à notre métier. Parce qu'on évoquait le couteau de boucher, qui pouvait faire peur à l'époque. Oui. J'imagine qu'il y a des nouveaux outils aujourd'hui à disposition, mais le côté manuel reste quand même primordial. Oui, parce que c'est vrai qu'on a des couteaux qui sont spécifiques, notamment des lames incurvées. Néanmoins, à mon titre personnel, j'utilise les couteaux de mon papa. Enfin, ce qu'il en reste, parce que les lames, à force de les affûter, se restreignent de plus en plus. Mais oui, on a quand même des couteaux aussi qui sont issus de savoir-faire spécifiques. À chaque couteau, sa destination, c'est-à-dire vous avez des couteaux spécifiques pour le désossage, d'autres pour éplucher, d'autres pour trancher. Ils ont d'ailleurs les noms spécifiques de trancheurs, désosseurs, éplucheurs. Nous avons la feuille aussi. La feuille, c'est le couperet qui permet aussi de couper, par exemple, les côtes d'agneau, de fendre les crânes. Pour récupérer certains produits. Et c'est vrai que ces couteaux-là sont aussi issus d'un savoir-faire aussi ancestral que notre métier. Il y a toujours autant d'artisans bouchers qui découpent eux-mêmes leur viande. Ils sont combien en moyenne, et est-ce que ça a diminué par rapport aux années précédentes? Alors, on est en moyenne 80 000 entre les salariés et les chefs d'entreprise. On a 18 000 points de vente environ. On forme chaque année 10 000 apprentis. Donc, ça reste assez pérenne. On essaye toujours d'acheter sur carcasse, voire en vivant pour certains, parce qu'il y a encore beaucoup de concours à travers la France. Et puis, il y a aussi des éleveurs qui font un travail magnifique, et sans eux, on n'est rien. Et on a plaisir justement à valoriser ça. Et c'est vrai qu'on insiste à former. On a aussi énormément de reconversions professionnelles. J'allais vous en parler, le profil des bouchers a beaucoup évolué. Oui. D'ailleurs, de plus en plus de femmes aussi dans ce secteur. C'est ce que j'allais vous dire, on est 5% de femmes aujourd'hui. Des jeunes femmes qui sont extrêmement passionnées pour la majorité. Et des reconversions professionnelles, comme des gens qui arrivent à 35, 40, 45 ans, 50 ans. Est-ce qu'il y a des études qui ont été menées au sein du syndicat pour essayer de comprendre leur motivation? Qu'est-ce qui leur a donné envie de choisir la boucherie plutôt que la boulangerie ou la pâtisserie ou autre chose, pas forcément un métier de bouche? Alors non, il n'y a pas d'études. Néanmoins, on retrouve quand même des profils assez identiques. Alors déjà, il y a eu une grosse reconversion qui s'est opérée depuis le Covid, parce que c'est un métier de sens. On prend soin de son prochain quand on est artisan boucher, puisqu'on prépare, moi je dis avec son cœur, le meilleur vient du cœur, la viande pour donner du plaisir aussi, puisque offrir un plat à quelqu'un, c'est aussi prendre soin de cette personne. Donc ce sont souvent des personnes qui étaient dans des métiers impersonnels, plus intellectuels, beaucoup plus intellectuels, moins tournés vers l'autre, où là on se retrouve face à des personnes qui redonnent du sens quelque part à leur vie. Ça devient de vrais passionnés. Oui.
Complètement. Comme un peu, en ce moment, on a quand même une ère qui tend à cela dans la gastronomie en général, puisqu'on voit beaucoup de chefs qui sont reconvertis, de pâtissiers, de boulangers, et on se lance aussi vers cette voie-là, en boucherie artisanale. Et pour vous, qu'est-ce qui rend ce métier si particulier? Pourquoi est-ce qu'il continue finalement de susciter des reconversions? Comment vous l'expliquez, ça? Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est quelque chose qui est très charnel. Pardonnez-moi, qui est très charnel. Oui. Moi, je l'associe vraiment à quelque chose. On travaille avec ses mains, donc on a la texture du produit, il y a les odeurs, il y a. C'est quelque chose de concret, en fait. On part de ses mains. C'est vrai qu'on s'est battu pendant des années parce que auparavant, on n'était pas reconnu à la Chambre des métiers. Et on s'est battu dans les années 80 pour que notre métier soit reconnu comme un métier de l'artisanat. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on part d'un produit brut, d'une carcasse, que l'on découpe et que l'on valorise soi-même. Et c'est cette satisfaction-là qu'on a. Moi, le slogan au niveau de la boutique, c'est « Le meilleur vient du cœur », mais c'est vraiment ça, en fait. On prend soin de l'autre, on prend soin de l'animal, et on valorise aussi ce qu'un éleveur a mis des années à faire. Parce que, alors, on part d'un animal, mais c'est sacré, c'est quelque chose de sacré. Et je crois que les reconvertis ont cette notion-là. C'est pas quelque chose d'anodin. Ouais. On a vraiment quelque chose de précieux. Enfin, c'est mon ressenti, mais je pense qu'on est nombreux à le ressentir. C'est pour ça que la viande, c'est quelque chose qui doit pas être pris à la légère, parce que c'est vraiment faire honneur à toute une filière, à l'éleveur, exactement, à celui au boucher qui va la sélectionner, qui va la découper, à la terre et également. À la terre aussi, parce qu'on part d'un produit qui va pâturer dans un champ, qui va se nourrir des qualités nutritionnelles du champ, de l'herbe, qui va être élevé pendant des années par un éleveur, qui après va être abattu avec un certain respect aussi, parce que je loue également les opérateurs d'abattoirs dont on ne parle jamais. C'est vrai qu'on voit sur les réseaux sociaux ceux qui font mal le travail. Effectivement, mais il y a aussi ceux qui le font bien. Ça, c'est important de le rappeler. D'où l'importance de bien choisir sa viande. Absolument. Et je dois dire aussi que la viande est en rapport avec le territoire et aussi l'éleveur qui la produit. Et c'est toute une filière, et c'est finalement une filière très courte, puisque on est quand même nombreux à se connaître de la fourche à l'assiette. Dernière petite question, réponse rapide. On arrivait déjà à la fin de cette interview. On est inscrit maintenant, la boucherie, la découpe bouchère, au patrimoine culturel immatériel de la France. Donc ça, c'est encore au niveau national. La prochaine étape, ce serait quoi, l'UNESCO ? Oui, absolument. C'est la première étape pour rebondir au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Tout à fait. Merci encore, Véronique Langlais, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes la présidente du syndicat des bouchers de Paris. Merci. Belle journée à vous. On va se quitter un court instant et après, on se retrouvera avec la France qui innove et une jeune entrepreneuse qui a fondé les Petits Prodiges, une marque 100% naturelle qui a su séduire avec notamment un baume multifonction. Je vous en dis pas plus. À tout à l'heure. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Comme vous le savez régulièrement, on met en avant ces jeunes entrepreneurs animés par le désir d'innover. Notre prochain invité a souhaité simplifier notre routine beauté du matin. Sud Radio C'est ça la France. Bonjour Camille Brégeot. Bonjour Nathalie. Vous êtes la cofondatrice de la marque de cosmétiques Les Petits Prodiges. Une marque qui a été lancée en 2017 déjà. C'est exact. Alors il y a une vraie demande de produits naturels, de traçabilité, de transparence de la part des consommateurs. C'est vrai, il y a une demande de plus en plus importante, donc c'est chouette. Alors ce qui est intéressant dans votre cas, c'est qu'il y a cette volonté finalement de faire un peu le ménage dans nos salles de bain, de se rendre compte que finalement, on n'a pas besoin d'avoir des milliards de produits pour prendre soin de soi. C'est ça. Les Petits Prodiges, ça vient effectivement à la base de notre baume magique. Avec Clémentine, on l'a lancé donc il y a maintenant 6 ans. C'est vrai qu'à l'époque, nous, on travaillait dans le secteur de la cosmétique. On a travaillé 2 ans dans le secteur de la cosmétique. Et on faisait de plus en plus attention à notre manière de consommer, donc en parallèle. Et c'est vrai qu'on ne trouvait pas de cosmétiques chouettes, cool, qui étaient bonnes pour la santé et pour la planète.
à l'époque, ça remontait à 6 ans, hein, mais quand on voulait utiliser un déodorant 100% d'origine naturelle, fallait se l'appliquer à la main directement sous l'aisselle, fallait aller dans les boutiques très bio, naturelles, où ça sentait vraiment les matières premières, où les packs, ils n'étaient pas très jolis, pas très attirants, parce que tout était en craft marron. Et donc c'est comme ça que nous est venue l'idée de lancer Les Petits Prodiges, une marque naturelle de cosmétiques naturels, éco-responsables et plaisir. Donc chez nous, on a des formules 100% d'origine naturelle, des packs ou bien en carton, ou bien, quand c'est pas possible, parce que la formule est un peu plus liquide, comme une crème hydratante, on va se tourner vers de l'aluminium. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de limiter au plus le plastique. Le plastique, c'est une matière qui se recycle encore très mal. Seulement 10% du plastique est recyclé aujourd'hui mondialement. Le reste se retrouve dans les déchetteries et dans les océans. Alors que l'aluminium, c'est une matière qui se recycle super bien, à 100%, tout en gardant sa qualité. Aujourd'hui, on estime que il y a pratiquement encore 75% de tout l'aluminium produit depuis 1880 qui est encore aujourd'hui avec nous. Donc c'est pour ça qu'on se tourne vers ce genre de D'où le choix du matière. packaging. Exactement. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez par exemple ce baume multi-usage. Alors en général, dans notre salle de bain, on va avoir la crème du jour, la crème du soir, le démaquillant du jour, du soir, j'exagère, en fonction de sa peau, ultra sèche, grasse. Et en fait, vous, avec Clémentine, vous dites mais non, mais on n'a pas besoin de tout ça. Avec un baume, on peut tout faire, quasiment. Oui. En tout cas, une grande partie des tâches. Dans la dynamique d'éco-responsabilité, on a voulu revenir à l'essentiel avec un produit qui fait tout. La peau, c'est une barrière magnifique et elle a besoin d'être nourrie, protégée et apaisée. Et c'est ce que fait notre baume. On a seulement 8 ingrédients connus de tous, de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce, du miel de la gelée royale. Et donc, ça permet de nourrir en profondeur la peau et donc, il s'utilise en soin du visage, mais aussi bien pour le corps, toutes les zones sèches, les lèvres, les mains, les cuticules. Il s'utilise en démaquillant parce que c'est un corps gras, donc qui élimine très facilement le maquillage. Et après, celui-là, par exemple, le sans parfum, il est dès la naissance, donc à utiliser sur votre petit bébé. Les érythèmes fessiers, les croûtes de lait. Voilà. Mais alors, une fois que vous avez eu l'idée avec Clémentine, il a fallu faire le grand saut, quitter un poste de salarié dans de belles entreprises, pour l'une et pour l'autre, dans l'univers de la cosmétique, pour se lancer. Alors, quel a été le déclic et quelle a été, j'allais dire, la partie la plus compliquée? Parce que je crois que vous êtes entouré, vous, de business angels. Et c'est quoi, justement, la plus-value de faire appel à, pas des mécènes, mais on dirait être entouré par d'autres professionnels? C'est vrai que ça a été un vrai pari quand on s'est lancé avec Clémentine. Après, on était jeunes, on avait 26 ans. Rien à perdre. Voilà, on n'avait rien à perdre. On avait nos petites économies. On s'est dit que il fallait tenter l'expérience, en tout cas. Donc, on s'est lancé. On a lancé le baume magique. Il a énormément plu. C'est grâce à lui aujourd'hui qu'on est encore ici et qu'on a pu depuis développer le reste de la gamme, donc un déodorant, des crèmes solaires, vraiment les essentiels de la routine hygiène beauté. Et récemment, il y a 2 ans, on a fait appel effectivement à des business angels pour aller encore plus vite. Ah oui, donc ça n'a pas été tout de suite, non, c'est en deuxième étape. Donc la première étape, ça a été avec vos fonds personnels, avec les banques. On avait très peu d'argent. La famille. Non, on avait économisé avec Clémentine pendant nos années de travail. Et surtout, on s'est lancé, je ne sais pas si vous connaissez, mais via Ulule. Bien sûr, les plateformes collaboratives qui aident de nombreux entrepreneurs à se lancer. C'est ça. Et grâce à ça, on a pu faire notre première production. Et après, le bouche à oreille a très très bien fonctionné et donc on s'est développé comme ça. Et pour se développer davantage, c'est là où vous avez fait appel à des business angels. Ça a été en deuxième partie. Voilà, en deuxième partie, on a voulu aller plus vite, mais donc du coup ça a été quand même au bout de 4 ans, on avait fait nos preuves, on avait lancé déjà tout le reste de la gamme et c'était vraiment pour arriver où aujourd'hui on en est. Et au niveau de la commercialisation, vous avez commencé d'abord en ligne, c'est ça, avant de commencer? Alors non, tout de suite, on a fait les deux. On a ouvert notre site internet, bien évidemment, et on est tout de suite allé vers les boutiques parce que l'enjeu avec Clémentine, c'était justement de démocratiser les produits naturels et éco-responsables. Et donc, on voulait qu'ils soient accessibles à tous et pas seulement dans des boutiques naturelles bio, vraiment... Parce qu'on retrouve dans des pharmacies, Nature et Découverte également. Oui, Nature et Découverte, Monoprix depuis le début. Donc la grande consommation aussi, grande distribution. Et notre première boutique, ça a été Le Bon Marché, qui nous avait accepté. Le Bon Marché, Galerie Lafayette, le Printemps. Et c'est des endroits qui sont vraiment très jolis, très agréables. Et on voulait montrer qu'il était possible de consommer bon pour la planète et pour la santé dans des beaux lieux. Dernière petite question, quelle a été la partie la plus compliquée? Trouver le laboratoire, se lancer, avoir le courage de se lancer, trouver le laboratoire, commercialiser le produit. Quelles a été les principales difficultés?
Alors, tout est allé assez vite. Donc, finalement, après coup, on se dit qu'on n'a pas rencontré de réelles difficultés avec Clémentine. Honnêtement, là, j'en ai pas. Mais non, mais c'est plutôt bon signe. Je trouve ça assez encourageant pour ceux qui nous écoutent. Parce que vous avez toutes les deux eu d'abord un parcours en tant que salarié, et puis avec vos propres économies, une idée géniale, on se lance. Et puis après, on continue de bien s'entourer pour grandir et avoir davantage de points de relais. C'est ça. Justement... Et en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a réussi à négocier une rupture conventionnelle, ce qui est super parce que pendant 2 ans, on a bénéficié du chômage. Et le vrai pari, le vrai challenge avec Clémentine, c'était au bout de 2 ans, il fallait qu'on se verse un salaire. Sinon, on ne pouvait pas continuer l'aventure. Donc là, ça motive. Voilà. Et donc, du coup, finalement, tout s'est bien passé. Merci encore, Camille Brégeot, d'avoir pris le temps de nous présenter donc, les petits prodiges et puis votre parcours et celui de votre associée. Clémentine, son nom de famille ? Granet. Merci à toutes les deux et puis longue vie aux petits prodiges. Merci, Nathalie. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Merci d'être avec nous, Thibaut. Alors, vous êtes de retour de Lorraine, si je ne me trompe pas. Oui, Nathalie, j'étais à Nancy, capitale des Ducs de Lorraine. Et là-bas, je me suis laissé tenter par les douceurs sucrées proposées par une maison située à 2 pas de la place Stanislas, la maison des sœurs Macaron, qui, comme son nom l'indique, fabrique des macarons nancéens, dont la recette ultra secrète remonte à 1793. Mais je laisse Nicolas Génaud, l'actuel directeur, nous raconter comment cette recette lui est parvenue. On a hérité de ce secret de fabrication en 1991. Mon père a racheté cette maison et c'est une recette qui nous vient d'un couvent de bénédictines, qui à la Révolution française, les bénédictines ont été chassées de leur couvent. C'est une recette qu'elle faisait parce que dans les couvents à cette époque, elle était régie par la règle de Saint-Benoît qui interdisait la consommation de viande. Donc c'est les amandes qu'apportaient les protéines à l'époque. Donc elles sont chassées, elles se réfugient chez le médecin de la communauté et puis elle développe cette recette qui est devenue un vrai succès sur Nancy jusqu'à que il y ait le nom d'une rue qui s'appelle la rue des Sœurs Macaron parce qu'elles ont contribué aussi à travers cette recette et ce macaron à développer la notoriété de Nancy. On est seulement la 4e famille depuis la Révolution française à faire cette recette qui est exclusivement faite à base de blanc d'œuf, de sucre et surtout d'amande de Provence, parce que ce qui est rare de travailler exclusivement avec de l'amande française. Voilà. On va évidemment pas révéler le secret, mais en quoi le macaron de Nancy se distingue du macaron d'Amiens, par exemple ? Oui, c'est une excellente question, parce qu'il y a quelques macarons, il y a une douzaine de recettes en France. Vous citez les macarons d'Amiens, on a également les macarons Adam à Saint-Jean-de-Luz, on a Montmorillon, on a Saint-Émilion, mais toutes ces recettes sont faites uniquement à base d'amandes, de sucre et de blanc d'œuf, mais c'est la texture qui est différente. Donc celle de Nancy, c'est plutôt une texture qui est meringuée, c'est-à-dire on doit le déguster craquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Mais il faut bien lire les conseils de dégustation, parce que comme c'est de la meringue, et que c'est 100% naturel, ce macaron, cette texture, elle évolue en fonction de la météo. Donc c'est important, quelquefois quand il fait très froid, qu'il fait sec, le macaron est plutôt dur, donc là il faut quelques petites astuces au-dessus d'une tasse de thé, de café, et en tout état de cause, les garder dans le bas du réfrigérateur. Dans le bas du réfrigérateur, c'est bien noté le conseil de Nicolas, mais Thibaut, je crois que vous êtes aussi intéressé à une autre douceur sucrée. Oui, j'avais pas oublié l'autre spécialité de la ville, la bergamote, un délicieux bonbon acidulé, qui lui fait l'objet d'une appellation et d'une labellisation IGP, comme nous le rappelle Nicolas. Aujourd'hui, la bergamote de Nancy, c'est la première confiserie et la seule qui est aujourd'hui protégée par le label européen IGP. Voilà, donc c'est un bonbon qui est ambré, c'est un sucre cuit qui est monté à 150 degrés et quand il est à température, on ajoute tout simplement de l'essence naturelle de bergamote qui nous vient directement de Calabre, qui est issue de l'agrume, parce que la bergamote c'est un agrume. C'est ça, moi je découvre que la bergamote c'est un agrume. Je ne savais pas. Exactement, beaucoup, vous n'êtes pas le seul, je vous rassure. Il a quel goût ? C'est un greffon, à l'origine c'est un greffon de citronnier sur un oranger amer. Donc c'est l'association de ces deux fruits, de ces deux agrumes, qui donne ce parfum si particulier. C'est uniquement à Nancy qui est fabriqué effectivement ce bonbon et c'est une essence qui donne
toute l'intensité au bonbon. Écoutez, on va rappeler l'adresse, voilà, pour tous les auditeurs de Sud Radio qui se baladeraient ici à Nancy. Écoutez, on est au 21 rue Gambetta, donc à 50 mètres de notre fabuleuse place Stanislas, voilà, dont on vient de fêter les 40 ans d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, voilà. Et puis vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.macaron-2-nancy.com. Merci beaucoup Thibaut pour ces douceurs nancéennes. J'espère que j'ai bien prononcé. À dimanche pour une nouvelle découverte. Merci Thibaut. Merci Nathalie. Merci à vous chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.